Le matin est notre moment préféré pour voler. Aujourd'hui, l'arène encore vide et l'imminence du tournoi nous rappellent que pour la première fois, nous serons observés par des milliers de personnes. Mais ça ne m'empêche pas de profiter de la vue sur la ville qui s'étend en contrebas sous les ailes de mon dragon. Pendant un virage un peu serré, je croise les yeux noirs insondables que Palor braque sur moi. Le lien entre nous, partage d'émotions et de pensées habituellement latent lorsque nous sommes dans les airs, est de plus en plus ténu. Oui, le tournoi commence aujourd'hui, et nous serons à la hauteur. Mais pour ça, j'ai besoin de garder les idées claires. Alors je m'extirpe en douceur de l'anticipation frémissante qui émane de Palor pour me reconcentrer sur l'arène. 2 autres dragonniers planent avec nous, chacun perché sur un dragon des 2 autres races existantes. Krissa est au-dessus, sur son aqua céleste, et Kor en dessous, sur son fléau-rage, qui crache des traînées de cendres vers les gradins. C'est la dernière répétition, réservée au chef d'escadron. J'élève la voix pour être entendu malgré le vent. « Tu l'as fait voler trop bas, Kor !» Avec un grognement de frustration, il pousse son fléau-rage à prendre de la hauteur. Nous avons répété la chorégraphie de la cérémonie d'ouverture du tournoi un nombre incalculable de fois, y compris en présence de responsables ministériels, et à chaque fois, démontrer la puissance des fléau-rages sans nuire à leur image s'est révélé compliqué. Avant la Révolution, les dragons de la maison Fléau-Rage, de ma famille, avaient la réputation de semer la terreur dans les campagnes. Mais à une époque plus ancienne encore, ils constituaient le meilleur moyen de défense de notre île contre les attaques aériennes. « On nous a dit de faire feu assez bas », se justifie Kor. « Oui, mais pas si bas. C'est risqué pour le public. » Nos dragons sont encore immatures. Ils ont à peine la taille d'un cheval et ne sont pas encore capables de cracher des flammes. Mais la fumée qu'ils produisent peut suffire à blesser quelqu'un. Krissa exécute des cercles au-dessus de nous sur son aqua céleste long et effilé, dont les écailles bleu pâle se fondent presque dans le ciel. « On veut impressionner les gens, pas les rôtir », rappelle-t-elle. Kor agite la main en signe de capitulation. « D'accord, d'accord. » Notre flotte aérienne, dragon comme dragonnier, n'a pas encore terminé son apprentissage. Les dragonniers du nouveau régime, qu'on appelle les gardiens, sont désormais issus de toutes les franges de la population, y compris du petit peuple. Ce sont des roturiers, des anciens serfs même. L'époque où ce rôle était réservé aux fils des seigneurs dragons est révolue. Enfin, sauf pour moi. Mais je suis le seul à le savoir. Car depuis la Révolution, un bon dragon descendant est un dragon descendant mort. Or, je suis Léo, fils de Léon, seigneur dragon de la maison Fléau-Rage, et dracarque des hautes terres. Mais depuis mon arrivée à l'orphelinat, Lee est mon nom. Même le premier protecteur ignore la vérité sur moi. Lui qui, pourtant, m'a sauvé la vie et accueilli 2 ans plus tard au sein de son programme de formation des gardiens, sans me reconnaître. Un héritier de la maison Fléau-Rage a réussi à intégrer le programme méritocratique créé dans le but de remplacer le système que sa famille incarnait, et il l'ignore. Même si j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance d'être ici, d'être en vie, d'avoir pu m'échapper de l'orphelinat, les souvenirs de mon ancienne existence parviennent toujours à s'insinuer dans mes pensées pour me tourmenter. Et en cet instant plus que jamais, tandis que Palor et moi virevoltons au-dessus de l'arène du palais, dont les gradins accueilleront du public pour la première fois depuis la Révolution. Des tournois étaient déjà organisés sous l'Ancien Régime. Mon père y participait, et j'allais l'admirer en rêvant du jour où mon tour viendrait. Je me penche en avant et pose une main gantée sur les écailles argentées qui recouvrent le cou de Palor. Aussitôt, celui-ci replie ses ailes, translucides dans la lumière du matin, et plonge. Palor est un Aurélien, une race dont les spécimens sont plus petits, mais aussi prudents et dociles. La démonstration que présenteront les Auréliens pour la cérémonie du jour sera la plus complexe de toutes, tellement qu'elle nécessite la présence de coéquipiers. Bien sûr, je pourrais répéter seul, mais pour travailler correctement, j'ai besoin de... Ah, la voilà, Annie. Un autre Aurélien, une femelle à la teinte ambrée, vient d'émerger de la grotte au pied de l'arène, avec sur le dos ma partenaire Annie. Elle et moi nous entraînons ensemble depuis notre arrivée dans le programme des gardiens, mais nous nous connaissions déjà à l'orphelinat. Une ancienne vie et de nombreux souvenirs que nous prenons soin tous les deux de ne jamais évoquer. « Annie !» s'écrie Krissa en agitant la main joyeusement.
Tu es là! Lee fait n'importe quoi sans toi, renchérit Cor. Sous mon impulsion, Palor crache dans sa direction un jet de cendre qu'il esquive en s'esclaffant. La réflexion de Cor a fait naître un léger sourire sur les lèvres d'Annie. Mais au lieu de répondre, elle s'élance dans les airs avec fluidité et rejoint sa place face à moi, sa dragonne Aela imitant les mouvements de Palor. La chevelure brun-roux d'Annie est coiffée en une longue tresse qui lui descend jusque dans le bas du dos, et son visage à la peau claire constellée de taches de rousseur arbore une mine concentrée. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trouvé Annie très belle, d'une beauté remarquable même. Mais je ne le lui ai jamais avoué. On reprend tout depuis le début? Mes 3 camarades accueillent cette suggestion avec des cris approbateurs. Nous ne nous arrêtons qu'au moment où les cloches se mettent à sonner l'heure. La reine en dessous de moi, le palais d'un côté, le pilier karstique de la tour de Pytho de l'autre, et puis le relief dentelé des toits de la ville et les plaines qui s'étirent jusqu'à la mer. Je suis tout à coup envahi par un profond élan protecteur, presque possessif, envers cette cité et cette île qui s'offrent à ma vue. Le serment que nous avons prononcé au moment où nous sommes devenus gardiens résonne dans ma tête. Tout ce que je suis appartient à Callipolis. Par les ailes de mon dragon, je jure de veiller sur la cité. Aujourd'hui, 8 gardiens disputeront les quarts de finale du tournoi, dont le grand vainqueur sera nommé premier dragonnier, et donc commandant de la flotte aérienne. Je fais partie des 8 concurrents en lice, comme Annie, Cor et Crissa. Pendant des semaines, nous avons participé aux épreuves qualificatives qui opposaient au départ 32 dragonniers. Ce sera la première fois depuis la Révolution que Callipolis désigne un premier dragonnier, l'un des rares titres de l'Ancien Régime à avoir été conservé. Les dragons de la nouvelle flotte ont enfin atteint la maturité nécessaire, et leurs dragonniers sont désormais suffisamment entraînés pour se disputer ce poste resté vacant depuis la Révolution. Pour mes 7 camarades, ce tournoi sera l'occasion de faire leurs preuves. Pour moi, c'est bien plus que ça. Non seulement je rêvais déjà de devenir premier dragonnier bien avant la Révolution, mais la victoire me permettrait de retrouver la reconnaissance, le pouvoir et le respect que ma famille a perdu au cours d'un seul mois sanglant alors que j'avais 8 ans. Premier dragonnier. En bas, les cloches de la tour d'horloge du palais retentissent. Je me ressaisis. On ferait mieux de rentrer. Goran a promis que le tableau du tournoi serait prêt pour l'heure du petit déjeuner. Nous nous posons sur l'Éri, la plateforme en pierre qui s'élève en saillie au centre de l'arène. Là, nous descendons, ôtons leur sel à nos dragons et les renvoyons vers leurs nids respectifs dans les souterrains. De retour au palais, nous rejoignons le réfectoire du cloître où le reste du corps des gardiens, une trentaine d'étudiants en tout, arrivent des dortoirs par petits groupes. Les murs du réfectoire sont en pierre brute, les fenêtres hautes et étroites, et comme d'habitude, le petit déjeuner est composé de porridge un peu trop cuit. Bien que nous soyons en théorie des résidents du palais, nous vivons dans la partie qui, avant la Révolution, abritait les quartiers des domestiques. « Vous êtes tombé du lit ?» lance Duck, le frère cadet de Cor, depuis la table à laquelle il est installé avec quelques amis. Il s'écarte pour nous laisser de la place sur le banc. Duck et Cor ont le même teint mat et les mêmes cheveux ondulés. Mais la ressemblance s'arrête là. Ils ont des caractères très différents. Cor a plutôt la mine boudeuse, alors que Duck affiche en permanence un sourire franc. Annie se glisse sur le banc à côté de ce dernier. Ils ont tous les deux 16 ans, soit 1 an de moins que la plupart d'entre nous. Si ce point commun les a rapprochés, leur amitié perdure parce que Duck aime relever les défis. En effet, il est très difficile d'arracher un sourire à Annie, et lui y arrive plutôt bien. Il sort sa cuillère de son porridge et la pointe vers Annie. « Alors, prête pour ton grand jour ?» Annie laisse échapper un petit rire amusé, mais ses joues se colorent malgré tout. Un rare indice de son ambition, sentiment qu'elle garde habituellement pour elle. D'ailleurs, elle a retrouvé sa posture voûtée. Annie est toujours comme ça au sol. Elle rentre les épaules, l'air de vouloir prendre le moins de place possible. Un contraste saisissant avec l'assurance dont elle fait preuve dans les airs. « C'est ton grand jour aussi, je te signale », rappelle Crissa, avec la voix de chef d'escadron qu'elle utilise pour stimuler ses troupes. Duck hausse les épaules et son sourire vacille.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.